Ouf, enfin rentré de Slovénie. Alors, je peux vous dire que le Lynx Brutality organisé par Polonair Tactical était absolument génial. Et je recommande fortement de regarder nos efforts, nos parcours, à la fois de moi et de Bloke. Et vous avez sans doute remarqué que, en tant que pistolet, j'ai utilisé un MAB PA15. Et en fait, je me suis aperçu que, hors la littérature sur les armes francophones, il y a en fait très peu de matériel, on va dire, visuel au sujet de ce pistolet. Donc, je vous propose de parcourir un peu l'histoire de la MAB elle-même et ensuite de regarder le pistolet de plus près. Alors, la MAB, ou Manufacture d'armes de Bayonne, est fondée juste après la Première Guerre mondiale par M. Léon Barthes, qui était lui-même armurier de longue date, ayant son armurerie dès 1904. Alors la première arme produite sous le nom de MAB est le modèle A, qui est un petit pistolet de poche, fortement inspiré par le Browning 1906. Ensuite suivent le modèle B, C, D, le modèle D que voici, qui sont des pistolets eux-mêmes aussi fortement inspirés, mais pas identiques au Browning 1910. Et ceci était axé sur le marché civil, bien sûr, bien que le modèle C et D a eu quelques succès auprès des forces de l'ordre, agences de sécurité et ainsi de suite. Alors Léon Barthes meurt en 1937 et l'entreprise est tout de suite reprise par Jean Barthes, son fils. Et le business va très bien, c'est des armes de bonne qualité et elles sont très appréciées par le public. Néanmoins, il faut quand même faire évoluer ces produits. Donc à partir des années 1950, nous avons le modèle R, qui est essentiellement un modèle D retravaillé avec un chien externe cette fois, plus de pédales de sécurité à l'arrière, et au début il est chambré pour le 7,65L, donc le même calibre que le MAS 38 et les pistolets 35A et 35S. Et peut-être l'idée était d'avoir une alternative justement à ces pistolets réglementaires pour les agences de sécurité, police nationale et ainsi de suite. Malheureusement, comme c'était une arme en catégorie A, les munitions n'étaient pas vraiment disponibles et le pool de personnes qui pouvaient en acheter était aussi assez petit. Donc malheureusement, ce fut un échec. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont allés un niveau plus haut car ils ont retravaillé le modèle R pour 9 mm para. Donc il faut bien savoir que le modèle D et le modèle R sont initialement à culasse non calée. Donc en 9 mm, ça doit être quand même un peu chaud. Alors tout ce qu'ils ont fait pour mitiger, donc premièrement le modèle R en 9 mm para est un peu plus gros, un peu plus lourd, mais aussi il y a un amortisseur supplémentaire pour ralentir la culasse lors de son dernier quelques centimètres de trajet en arrière, donc un peu comme le Bayard 1908. Néanmoins, je suppose que ça doit être quand même pas être très agréable au tir. Donc malgré ce premier échec cuisant, heureusement les ventes du modèle A, C et D font en sorte que les activités de la manufacture peuvent continuer. Et en 1964, la MAB donc revient à la charge avec un deuxième pistolet de type réglementaire. Et il s'agit maintenant du modèle, premièrement P8 et P15. Donc la seule réelle différence entre les deux est simplement la capacité des magasins. 8 coups dans le premier et 15 dans celui-ci, en 9 mm para. Alors ce système de retardement utilise un canon rotatif. Donc en fait c'est un système très similaire au pistolet Savage 1907, qui fut bien sûr importé en France en très grande quantité pendant la Première Guerre mondiale. Je l'ai souvent vu comparé au système qu'on retrouve sur le Steyr-Hahn 1912 et même des pistolets Nickel qui aboutissent au VZ-24. Mais en fait, ces deux sont un peu différents puisque en fait, les tenons font en sorte que la culasse, la glissière et le canon cheminent ensemble dans l'axe du canon pendant un certain temps avant qu'il y ait un déverrouillage. Tandis que ici, et pour le Savage, nous avons tout de suite un décalage des deux. Mais on verra ça de plus près dans un instant. Alors regardons ce pistolet d'un peu plus près. Donc là, c'est un pistolet donc 100% acier, mis à part les plaquettes bien sûr. Donc c'est vraiment fraisé dans la masse. Alors la platine est à simple action uniquement. Nous avons aussi un cran de sécurité. Et nous avons comme sécurité uniquement le levier ici qui bloque à la fois la détente et le chien en position de sécurité et aussi bien sûr en position armée.
Alors le démontage se fait comme les armes à système Browning. Donc il faut simplement tirer un peu vers l'arrière et extraire la goupille. Jusque-là, rien d'exotique. En ce qui concerne la carcasse, là on aperçoit la première partie du berceau pour guider la rotation du canon. Ensuite ici nous avons la barrette qui fait le lien entre la détente et la gâchette qu'on aperçoit ici à l'arrière. Donc la gâchette est tirée vers l'avant. Donc c'est un système pas identique mais qui rappelle quand même fortement le système du Glock aujourd'hui. Et nous avons ici l'éjecteur. Alors tournons notre attention maintenant à la partie supérieure, donc la glissière, le canon et cette pièce ici, donc qui est essentielle au bon fonctionnement. Donc nous avons le ressort récupérateur ainsi que sa tige, et la tige est fixée à ce bloc qui est la deuxième partie du berceau pour la rotation du canon. Donc celle-ci vient s'imbriquer dans la carcasse comme ceci, et donc ça forme cette rainure perpendiculaire donc à l'axe du canon, et forme aussi à l'arrière la rampe d'alimentation pour les cartouches. Et donc cette pièce est aussi maintenue en position par la goupille d'assemblage. Donc cette pièce garantit que le canon ne va pas reculer, ou avancer d'ailleurs, lors de la rotation du canon. Ensuite, le canon lui-même. Donc là, nous avons un gros tenon inférieur qui, lui, guide simplement la rotation. Et nous avons un tenon supérieur qui est un suiveur de cam. Et qu'est-ce qu'il va suivre? Eh bien, il va suivre la rainure de cam coudée qui est ici à l'intérieur de la carcasse. Notez l'épaisseur de la carcasse. Donc il faut bien sûr un certain poids pour contrer le recul du 9 mm par A avec un système non calé, même à retardement. Autre chose intéressante, si vous voyez, c'est cette bague ici, et ceci est pour ajuster très précisément la glissière au canon. Comme ça, ça assure un bon alignement des deux pièces et donc a priori une bonne précision. Alors comment fonctionne ce système de retardement exactement? Alors ici nous avons le canon au repos, donc avec la glissière en avant, la culasse en batterie, et on voit que l'ergot supérieur, le suiveur de cam, est à peu près 45 degrés, qui a un angle assez conséquent pour ce système de canon rotatif. Normalement ça tourne autour des 10-20 degrés. Et donc lorsque l'arme est tirée, nous avons bien sûr la pression des gaz qui poussent la douille contre la face de la culasse ici et qui poussent la glissière vers l'arrière. Donc le recul de la glissière par l'intermédiaire de cette rainure, de cette cam coudée ici, force le canon à tourner vers la droite. Alors au début du tir, lorsque la balle est encore dans le canon et que la pression est élevée, la rotation du canon par contre, et donc la libération de la glissière sont contrées par l'inertie du canon. Donc c'est pour ça qu'il est assez volumineux, surtout ici. Et aussi par le couple créé par la balle qui suit les rayures. Donc dès que la balle quitte le canon, la force de couple bien sûr disparaît et la culasse force le canon à compléter sa rotation jusqu'à ce que le suiveur de cam donc, sorte de la partie coudée ici et rentre dans la rainure droite ici. Donc ici maintenant on est dans l'axe du canon et la glissière peut ensuite cheminer en arrière sans aucune résistance du canon. Et ensuite bien sûr le ressort récupérateur repousse la glissière vers l'avant et on revient en condition de repos. Alors je peux vous montrer ça de plus près. J'ai enlevé le ressort récupérateur juste pour me faciliter la vie. Alors il y a peut-être 1 mm de parcours de la glissière où il ne se passe rien. Ça c'est simplement le jeu entre le suiveur de cam et la rainure. Il faut un peu de jeu puisque sinon le système va se bloquer dès que la crasse commence à s'infiltrer et s'accumuler. Et il y a un moment où maintenant
le suiveur de cam est en contact donc, avec la partie pentée de la rainure et la rotation commence. Là, on voit que ça commence. Le suiveur de cam monte. Le canon tourne et là, on rentre dans la partie rectiligne et la rotation arrête et la glissière peut continuer. Et ça marche bien sûr à l'inverse. Autre chose à noter est les dimensions ou la largeur de l'encoche pour l'extracteur comparé à l'extracteur. Vous voyez que c'est quand même un peu plus grand. Et ça c'est nécessaire puisque en fait le canon commence sa rotation avant que l'extracteur ait eu le temps de quitter l'encoche. Donc il y a aussi cette petite surface arrondie pour le guider aussi. Donc voici un petit extrait du premier parcours de Lynx Brutality. Alors en termes de poids, nous avons 1 kg vide et 1 kg 360 g avec le chargeur plein. Alors à deux mains, il n'y a aucun problème, mais avec une main, ça vient très rapidement fatigant. Et pour moi, eh bien, c'était encore pire parce que j'ai tendance aussi à broncher. En ce qui concerne la détente, elle est en fait superbe, il n'y a pas de jeu et puis le lâcher est très net. En ce qui concerne les organes de visée, ben là, dans ce cas, ils sont fixes. Ben, tout allait très bien, sauf que j'ai eu ce problème ici. Alors ce qui se passe là, c'est que je suis forcé d'utiliser des chargeurs de Smith & Wesson modèle 59, puisque les chargeurs d'origine sont extrêmement rares, j'en ai qu'un. Et les dimensions du corps, du boîtier du chargeur sont légèrement inférieures en termes de longueur et de largeur. Et il se fait que sous certaines conditions, eh bien, il saute le crochet du bouton de chargeur et suffisamment pour qu'il baisse d'1 centimètre, même pas, et ceci eh bien, empêche le pistolet d'alimenter. Donc malheureusement, je vais devoir arrêter d'utiliser ce pistolet en compétition dynamique jusqu'à ce que je puisse trouver plus de chargeurs d'origine. Alors, est-ce que la MAB existe encore de nos jours? Eh bien, malheureusement pas. En fait, la société expérience des difficultés financières à partir de 1976 et malgré quelques tentatives de restructuration et notamment des collaborations avec FN et Astra, la boîte ferme ses portes à partir de 1982. Alors, l'histoire du PA15 ne s'arrête pas là puisque en 1984, les ex-dirigeants de la MAB forment MABCO pour continuer la production du pistolet, voire même le moderniser pour tenter de le présenter à l'armée française pour remplacer le vénérable Mac 50. La MABCO développe une version double action, justement pour ses essais. Malheureusement, il n'est pas prêt à temps, donc ce ne fut pas vraiment un candidat sérieux. Et puis on sait qu'en 1989, la France adopte le PA-MAS F1. Et franchement, entre les deux, c'était le bon choix. Alors face à ce nouvel échec, la MABCO aussi cesse ses activités au début des années 90. Donc là, on peut croire qu'on est enfin à la fin de l'histoire, mais ce n'est pas le cas. Car entre 1984 et 1992, un autre établissement produit aussi des pistolets PA15. Il s'agit de la société MAM, montage et assemblage mécanique, alors à Biarritz et maintenant qui existe toujours à Bayonne. Et les détails sont un peu nébuleux sur le pourquoi, mais ces pistolets ont pour destination les divers pays qui reçoivent à l'époque de l'aide, de l'assistance, de l'équipement militaire de la France. Bon, c'est l'heure de l'apéro là, je peux finir? Non? Non? Bon, dommage. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est toujours pas fini puisque la réalité est que le PA15 est toujours en production aujourd'hui. Donc nous sommes en juillet 2022. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à la fin de ce projet par la MAM, tout le surplus de pièces fut acquis par un certain monsieur Chevasson, qui produit maintenant des PA15 sur commande. Je l'ai contacté ce mois-ci pour vérifier et en effet, il est toujours en activité. Donc maintenant, ils sont connus sous le nom de PA15 2000, mais sinon, ils restent quasiment identiques, sauf que maintenant, nous avons par exemple des organes de visée ajustables si vous le souhaitez et ainsi de suite. Avant de vous quitter, juste un petit mot concernant l'utilisation de ce pistolet. Donc bien que ce fût un coup manqué auprès de l'armée française, il fut quand même utilisé en petit nombre dans certains groupes d'intervention et les agences de gouvernement, que ce soit en France et à l'étranger.
peut-être le plus intéressant est un contrat pour quelques centaines pour les gardes-frontières finlandais à partir de 1975. En ce qui concerne les variantes de ce pistolet, eh bien en fait il n'y en a qu'un, c'est le PAP-15F1, donc pistolet automatique de précision, qui lui a un canon et une glissière légèrement plus longue et aussi des organes de visée ajustables de compétition. Par contre, il faut compter 200 grammes de plus, donc une fois chargé, ça fait 1,5 kg quand même. Alors, cette version fut elle-même bel et bien utilisée dans diverses équipes militaires pour le tir de précision de compétition. Donc nous voici enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et que peut-être que vous allez chercher un PA15 pour votre collection et que malgré mes quelques difficultés que j'ai eues lors de la compétition, ce n'est pas de la faute du pistolet, c'est simplement les chargeurs et puis mon manque de précision. Alors, je vous remercie et merci aussi de votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix, et à très bientôt.